Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Pour ceux qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois sur ce format, les matinales RSM, ce sont des webinaires qu'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises, qu'elles soient sociales, fiscales, financières ou RH. Et on se retrouve aujourd'hui pour une thématique conseil RH. Un sujet qui devrait être plutôt au cœur de vos préoccupations puisqu'il y a une échéance déclarative qui arrive à grands pas. On y reviendra, mais c'est le sujet de l'égalité professionnelle. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être les obligations autour de l'égalité professionnelle et on fera surtout un focus sur l'index d'égalité. Comme toujours, très rapidement, quelques mots sur le réseau RSM. RSM, qui sommes-nous ? Nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes également présents à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Et je dirais que tous les métiers, toutes les expertises de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures et donc de vous apporter les éclairages nécessaires. Vos interlocutrices aujourd'hui, moi je suis Aurélia Bénas, je vais animer ce webinaire avec Justine Guinchard et nous sommes toutes les deux consultantes conseils en transformation des hommes et des organisations. Donc on intervient auprès des entreprises de tout secteur, de toute taille, sur leurs problématiques RH, notamment sur l'audit de l'égalité professionnelle avec, par exemple, le calcul de l'index, qu'on va voir par la suite, mais aussi la mise en place d'une politique d'égalité, pour citer des exemples d'accompagnement qui sont liés au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Plus largement, on va conseiller les entreprises sur tout le parcours du collaborateur dans l'entreprise, donc de la politique de recrutement, toute l'expérience collaborateur, également le management du capital humain. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet qui nous anime ce matin. Et avant de débuter, que je vous annonce un petit peu le menu de cette matinale, en premier lieu, on va en fait vous rappeler le cadre général de l'égalité professionnelle. On fera un rappel sur les réglementations qui viennent encadrer l'égalité professionnelle de manière assez large. On fera ensuite un zoom spécifique sur le fonctionnement de l'index d'égalité, un sujet, donc, comme je vous le disais, d'actualité. On va vous expliquer ce que c'est, comment le calculer. Et puis enfin, on prendra un petit peu de hauteur avec les grandes étapes que vous pouvez suivre pour mener une démarche d'égalité en entreprise. Alors, en introduction, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'égalité professionnelle, c'est finalement s'engager un petit peu au niveau de la viabilité de votre entreprise à long terme. En tout cas, c'est un levier pour améliorer la performance humaine. Ça va être un management basé sur les seules compétences. Ça va aussi être un levier qui permet d'objectiver, de rendre plus efficace vos pratiques RH. Ça va être le fait d'avoir des perspectives de mobilité professionnelle pour tous les salariés de manière égale. Donc, ça élargit le champ de carrière de vos structures. Ça permet aussi de créer du lien entre les salariés. Ça va renforcer le sentiment d'appartenance et puis ça augmente in fine la motivation au travail. S'engager sur l'égalité professionnelle, c'est aussi un élément de paix sociale. Finalement, vous allez éloigner les différences de traitement qui, en principe, vont plutôt générer des tensions et de la démotivation parmi les équipes. Ça va plus largement améliorer la qualité de vie au travail. Et puis, en lien avec le point précédent, mais c'est un outil de fidélisation de vos salariés. L'égalité professionnelle, ça contribue à valoriser la marque employeur. C'est aujourd'hui un critère qui est véritablement recherché par les collaborateurs. Donc voilà, vous allez pouvoir valoriser votre marque employeur. Alors, on débute avec, comme je vous le disais, le cadre général et le rappel des réglementations qui viennent encadrer l'égalité professionnelle. Et donc, ce cadre réglementaire, ce qu'il faut retenir, c'est que les obligations législatives, elles ont été renforcées ces dernières années et elles sont désormais assorties d'un risque de pénalité pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a des obligations qui existent pour toutes les entreprises
qui permettent de faire respecter l'égalité professionnelle. Alors, à différents niveaux, parfois selon les effectifs, pour certaines mesures, on y reviendra par la suite. En tout cas, l'idée de cette slide, c'est pas de rentrer dans le détail des articles du Code du travail qu'on vous a remis, mais de bien comprendre que c'est un sujet, en tout cas, sur lequel les réglementations se sont véritablement intensifiées ces dernières années. Et pour mieux comprendre l'égalité professionnelle, il y a un principe central et extrêmement important qu'il faut comprendre, c'est en fait la notion de discrimination versus la notion de différence de traitement, qui sont différents et qui sont différentes et qui sont à pas confondre. La discrimination, elle est interdite et ça va être le fait de faire une différence de traitement pour des motifs qui sont prohibés par la loi. A contrario, la différence de traitement, elle peut être autorisée si elle est justifiée et si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. Donc, si on revient à la notion de discrimination, quels sont les motifs justement qui sont prohibés par la loi? Donc, les critères de discrimination interdits, on vous les a remis ici. On va avoir l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, la situation de grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou non vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou la situation de handicap, le lieu de résidence et aussi la vulnérabilité économique d'une personne. Il faut savoir que ces critères qui sont totalement prohibés par la loi, ils sont applicables en matière de recrutement, de formation, de rémunération. En fait, ils vont s'appliquer quel que soit le contexte et les circonstances de la personne. Les risques encourus en cas de discrimination, l'entreprise, elle peut s'exposer à des dommages et intérêts, à éventuellement la nullité d'un licenciement fondé sur une discrimination, si on est en cas de licenciement, et des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'autre notion que j'évoquais tout à l'heure, c'est donc la notion de différence de traitement qui peut être possible, mais si la différence, elle est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et assez logiquement donc étrangères à toute discrimination. Il faut que ça puisse être une raison qui soit finalement matériellement vérifiable. Donc on vous a mis ici les justifications, enfin en tout cas les éléments qui peuvent justifier une différence de traitement. Il va y avoir le diplôme, dans le cas où il serait nécessaire à l'exercice des fonctions occupées. On va retrouver aussi l'ancienneté, si elle n'est pas prise en compte déjà dans une prime spéciale. L'expérience de la personne, si elle est justifiée par des raisons objectives. La performance, donc là, ça va relever des primes ou bonus dont le calcul doit obéir à des critères objectifs et vérifiables. C'est toujours quand même l'objectif et vérifiable qui va guider un petit peu ce principe de justification de différence de traitement. Et puis la qualité du travail fourni, si, encore une fois, il résulte d'éléments objectifs et vérifiables qui peuvent justifier une différence de rémunération. Une autre notion de l'égalité professionnelle, c'est la notion d'égalité de travail, égalité de salaire. Cette notion, elle repose sur un principe, c'est que, en fait, il y a la liberté de négociation du salaire entre le salarié et son employeur, sous réserve, bien évidemment, de respecter les minimums conventionnels, le SMIC, les accords d'entreprise et de branche, et aussi les usages de l'entreprise. Et aussi sous réserve de respecter ce fameux principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence de rémunération entre les salariés qui sont placés dans une situation identique, encore une fois, sauf pour des raisons objectives, je pense que vous l'aurez compris. Donc, pour viser l'égalité de salaire, on va se baser sur des critères de comparaison, donc les connaissances professionnelles, les capacités qui découlent de l'expérience acquise, les responsabilités, la charge physique ou mentale, et aussi sur des indices de comparaison
Donc, les fonctions, les intitulés et le contenu du poste, le niveau hiérarchique, le niveau de classification, le niveau de responsabilité, en fait, l'importance aussi du poste dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, voilà rapidement, on va dire, pour le cadre général de l'égalité professionnelle. On vous fait à présent un zoom spécifique sur l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. C'est donc une thématique qui est partie intégrante de l'égalité professionnelle et qui devient de plus en plus centrale. Donc, au niveau du cadre réglementaire, ce qu'on voulait faire, c'est commencer déjà par un constat, en fait. C'est que rares sont les entreprises qui, encore aujourd'hui, avouent être discriminantes du point de vue du sexe, ce qui fait que l'égalité professionnelle, ça devient de plus en plus important, mais ça a toujours du mal à apparaître comme un sujet vraiment prioritaire pour les entreprises. Et en effet, l'inégalité femmes-hommes, elle existe sur de nombreux aspects, et notamment 3 sujets principaux. On a la rémunération, la carrière et la santé. Ces écarts, ils viennent s'expliquer par différents facteurs. Il y a le manque de mixité des métiers. On est encore aujourd'hui sur des familles de métiers qui sont bien genrées, la gestion aussi des parcours professionnels et des carrières, qui peuvent parfois faire référence à certains stéréotypes de genre. Les conditions de travail, on parle parfois dans certaines catégories de métiers d'invisibilité des conditions de travail. Et puis l'organisation du temps de travail et l'articulation des temps de vie, puisque femmes et hommes n'ont pas nécessairement les mêmes horaires de travail, la même durée du travail, les mêmes contraintes extra-professionnelles. Donc voilà, c'est vraiment les facteurs qui vont venir expliquer les inégalités qui peuvent se faire ressentir. Quelques chiffres de l'INSEE ici qui viennent illustrer ces écarts. Alors ce sont ici les derniers chiffres publiés par le gouvernement en termes d'enquête officielle. On a l'écart de salaire mensuel moyen qui est estimé à 16,1% en 2019, en équivalent temps plein dans le secteur privé. Donc, comme je le disais, typiquement, c'est un bon exemple. C'est un écart qui diminue, mais qui reste présent et significatif. Et puis, un écart également dans l'articulation des temps de vie, puisque, en tout cas, une vie privée peut être plus présente dans les situations professionnelles des femmes, puisqu'on a 28,1% de femmes en temps partiel contre 7,6% d'hommes en 2021. Alors, face à ces inégalités, face à ces constats, il y a des obligations légales qui existent pour tenter de réduire ces inégalités. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique en termes de législation, on a une loi en 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui va venir définir les objectifs d'une politique d'égalité. Donc là aussi, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail des textes de loi, on vous les a remis ici pour information, c'est plutôt pour vous dire que là aussi, il y a une législation qui a été renforcée, puisque en 2015, il y a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été intégrée dans le champ de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, soit une des 3 grandes consultations annuelles du CSE. En tout cas, l'obligation majeure qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont l'obligation de formuler des objectifs visant l'égalité professionnelle femmes-hommes. Cette obligation, elle est commune donc à toutes les entreprises. En revanche, et c'est ce que je commençais à vous évoquer en introduction, c'est que les modalités de formalisation de ces objectifs vont différer selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'obligation, elle va être de formuler des objectifs visant l'égalité professionnelle, de prendre des mesures permettant d'atteindre ces objectifs, mais il ne va y avoir aucun document spécifique qui va être demandé pour la formalisation de ces objectifs. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il va y avoir l'obligation de publier un index d'égalité femmes-hommes. Cet index, il doit être calculé chaque année avant le 1er mars. Et cette obligation, elle a été mise en vigueur au début par palier en fonction de l'effectif des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont concernées par la publication de cet index. Et donc, justement,
De quoi il s'agit? Comment le calculer? Justine, je te laisse nous en dire plus à ce sujet. Tout à fait. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant ce fameux index égalité femmes-hommes, avec voilà, un rappel du contexte, puis après, voilà, le découpage des indicateurs et comment on peut le calculer. Pour commencer, on voulait faire un petit sondage. On sait immédiatement savoir un petit peu comment vous vous positionnez vis-à-vis de cet index, à savoir si vous l'avez déjà travaillé ou pas. Donc, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Soit vous l'avez encore jamais calculé, soit vous l'avez calculé, vous avez des mesures à mettre en place, soit vous l'avez calculé, vous avez déjà des démarches en cours. Alors, ça charge de mon côté. Ça vote. Alors moi, je ne vois pas les votes, mais Alors, est-ce qu'il s'est lancé de ton côté, Aurélia? Parce que il s'est tout à fait lancé OK, et les participants sont en train de voter. parfait. On a pour l'instant des parts assez égales, avec une majorité de personnes qui n'ont pas encore calculé leur index. Il y a quelques personnes qui l'ont calculé et qui doivent mettre en place des mesures. Ça y est, j'ai le visuel. Ok, super. Merci. Bon, on a quand même des gens qui ne l'ont pas encore calculé. Donc, certainement, cette matinale va vous apporter des réponses si vous allez devoir le faire dès cette année. On voit qu'il y a aussi des personnes qui ont déjà lancé des démarches à la suite du calcul de leur index. J'ai l'impression que ça ne bouge plus trop. Effectivement. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on enchaîne sur la partie, donc, voilà, ce fameux index. Bon, pour vous reciter une loi, encore une fois, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a soumis ces entreprises de plus de 50 salariés à une obligation de résultat. Et c'est là où elle a créé l'index d'égalité salariale femmes-hommes. Cet index, il doit être calculé chaque année et il part d'une base de 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise. Donc on va les détailler juste après. Mais il y a des grandes catégories comme la rémunération, les augmentations, la promotion, les congés maternité. Et pour certaines entreprises, voilà, on va pouvoir aussi regarder la parité du top management avec les plus hautes rémunérations. Cet indice, vous l'aurez compris, il doit être rendu public parce qu'il y a aussi une obligation de publication des résultats et transmis à l'inspection du travail. Vu qu'il y a une obligation de résultat, évidemment, il y a une vérification. Et c'est en cas de résultat inférieur à 75 points sur les 100 qui sont possibles d'atteindre que l'entreprise doit prendre des mesures pour corriger la situation. Elle a 3 ans pour le faire, donc c'est un plan d'action qui est quand même plutôt étalé, parce qu'elle peut s'exposer à des pénalités financières qui peuvent représenter jusqu'à 1% de la masse salariale, ce qui n'est pas négligeable quand on est une grande entreprise. Donc, pour vous remettre les grands indicateurs qui composent cet index, donc on a l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, on a l'écart de répartition des augmentations individuelles qu'il y a eu au cours de l'année, on va avoir le nombre de salariés qui ont été augmentés à leur retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, et pour les entreprises de plus de 250 salariés, on va avoir aussi l'écart de répartition des promotions. Donc, la plupart de ces données, elles figurent dans la B2SE, la base de données économiques, sociales et environnementales des entreprises. Donc, pour vous donner un petit peu les conséquences de ce calcul de l'index, donc j'ai commencé à vous le dire, mais effectivement, s'il est inférieur à 75 points, il y a une obligation de mettre en place des mesures correctives pour atteindre ce seuil des 75. Et pour ça, donc, dans un délai de 3 ans. C'est des mesures qui sont
annuels ou pluriannuels qui doivent être définis dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle dont vous a parlé Aurélia en début de présentation. Ou à défaut, si vous n'avez pas ces négociations, il faut que ça fasse l'objet d'une consultation du CSE et qu'une décision unilatérale soit prise. Si vous ne publiez pas votre index et si vous ne publiez pas chaque indicateur avec les mesures correctives que vous souhaitez mettre en place ou que celles-ci ne sont pas efficientes, vous vous exposez à une pénalité financière, donc je vous le disais, de 1% de la masse salariale annuelle. Donc, pour poursuivre, il y a le champ d'application de cet indicateur. Donc, l'index, il est calculé au niveau de chaque entreprise qui constitue une entité légale. Si une entreprise comporte plusieurs établissements, le calcul des indicateurs, il est effectué au niveau de l'entreprise et non de l'établissement. Donc, c'est vraiment un calcul général. Lorsque plusieurs sociétés forment un groupe, les indicateurs, là, ils doivent être calculés au niveau de chaque entreprise qui compose le groupe. Et après, en cas de constitution d'un CSE au niveau d'une UESE, donc d'une unité économique et sociale, qui est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises qui sont juridiquement distinctes, les indicateurs, ils sont calculés au niveau de l'UESE. Donc ça, c'est important d'avoir déjà cette notion pour partir de la bonne base. Ensuite, en termes de base, vous avez aussi les seuils d'effectifs. Donc déjà, l'effectif, il doit se fonder à la date de l'obligation de publication de l'index. Le calcul des effectifs, il se fait avec le calcul des effectifs du Code du travail et non pas de la sécurité sociale, ce qui est un peu différent. Mais on ne confond pas les effectifs qui sont pris en compte pour le calcul des seuils avec les effectifs qui sont examinés pour le calcul de l'index. Par exemple, les salariés qui sont absents plus de la moitié de la période de référence vont être exclus des effectifs étudiés pour les indicateurs. Il faudra justifier, par exemple, sur une année civile, d'au moins 6 mois de présence pour que les salariés puissent être pris en compte dans l'effectif total. Pour cette notion d'effectif, on vous a remis donc quelques informations sur ceux qui sont exclus du périmètre. Donc ne rentrent pas en compte les apprentis, les salariés qui auraient un contrat de professionnalisation, les salariés qui sont mis à disposition, donc les intérimaires, les salariés expatriés également, et comme je vous le disais, les salariés qui sont absents plus de la moitié de la période de référence annuelle. Donc cela, voilà. Sauf évidemment ceux qui sont relatifs au retour de congé maternité. Ensuite, il y a cette notion de rémunération. Évidemment, quelle rémunération on prend en compte pour aller faire la comparaison entre les différents salaires moyens. Donc là, on vous a mis ce qui était exclu de l'assiette de rémunération. Donc, on ne prend pas en compte les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle. On ne prend pas en compte les indemnités de fin de CDD, notamment la fameuse prime de précarité à la fin du contrat. On ne prend pas en compte non plus les indemnités de départ à la retraite, tout ce qui peut être indemnités compensatrices de congés payés qui sont versées en fin de contrat. Toutes les primes qui ne sont pas liées à la personne du salarié, toutes les primes d'ancienneté, et on ne prend pas en compte non plus les heures supplémentaires, les heures complémentaires et les versements qui auraient lieu au titre de l'intéressement ou de la participation. Voilà. Donc ça, c'était pour la base de calcul de la rémunération. Qu'est-ce que vous devez publier exactement ? Vous devez publier la note globale de votre index, mais aussi la note que vous avez obtenue à chaque indicateur qui viennent composer cet index. Ces informations, elles doivent être visibles, lisibles sur votre site internet, et ce, chaque année au plus tard le 1er mars. Et elles devront rester en ligne au moins jusqu'à la publication des résultats de l'année suivante. En cas de résultat inférieur à 75 points, vous devez aussi publier les mesures de correction définies, ainsi que les objectifs de progression que vous avez. Si par exemple votre note globale de l'index n'est pas calculable, ça arrive qu'on ait des indicateurs qui ne soient pas calculables, donc si votre note globale n'est pas calculable, vous n'avez pas d'obligation de publication sur votre site internet. En revanche, si certains indicateurs sont calculables, l'employeur est tenu de publier les indicateurs sur son site internet.
Pour ce calcul, vous avez accès à donc, le site EGAPRO qui permet donc de simuler, calculer et déclarer votre index. Donc là, on vous a remis l'adresse du site web pour que vous puissiez y accéder. Mais on va redétailler en fonction de chaque indicateur ce qui vous est demandé. Donc, il y a une première partie qui concerne les effectifs de votre entreprise. Donc, les effectifs qui sont pris en compte doivent être renseignés. Par défaut, c'est par catégorie socio-professionnelle et par tranche d'âge. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes. En tout cas, l'idée, c'est d'aller indiquer le nombre de femmes, le nombre d'hommes que vous avez en fonction de la catégorie socio-professionnelle et en fonction de leur tranche d'âge. Donc là, vous avez une capture de ce que ça représente quand on indique les premières informations sur le site. Pour le premier indicateur, donc là, c'est l'écart de rémunération. Donc, on prend une rémunération annuelle moyenne pour les femmes, pour les hommes, qu'on renseigne, donc par CSP par défaut, mais il y a la possibilité, par exemple, de choisir de compléter par niveau de coefficient hiérarchique, donc en application de la classification de branche, ou par une autre méthode de cotation des postes, mais dans ces deux cas, vous devrez de toute façon consulter le CSE. Donc, par exemple, sur ce qu'on vous a mis à l'écran, admettons, vous avez une entreprise où il n'y a que des cadres et ingénieurs. Donc, par catégorie socio-professionnelle, ça ne semble pas judicieux. Donc, on va plutôt aller créer des groupes par positionnement hiérarchique. Position 1.2, position 2.2 pour le groupe 2 et position 3.1 pour le groupe 3. Et l'idée, c'est de venir compléter les rémunérations moyennes par coefficient hiérarchique. À la fin, vous obtenez un résultat final avec un écart en pourcentage et c'est cet écart qui va définir la note que vous obtenez sur ce premier indicateur. Le second indicateur, c'est l'écart des taux d'augmentation. Là, on va vous demander de renseigner de manière assez simple le nombre de salariés que vous avez augmenté, le nombre de femmes qui ont été augmentées, le nombre de salariés qui ont été augmentés. Là, il faut savoir que EGAPRO, évidemment, il fait un prorata en fonction des effectifs. Donc forcément, si vous avez 100 femmes, 32 qui ont été augmentées, 200 hommes et 30 qui ont été augmentés, l'écart sera forcément plus important. Donc il fait le prorata et donc vous donne là aussi un résultat final avec donc les écarts favorables en fonction du sexe et la note que vous obtenez en fonction de cet écart. Le troisième indicateur qui est calculé, c'est le pourcentage des salariés qui ont été augmentés après un retour de congé de maternité. Donc là, on vient vous interroger déjà sur le fait de oui ou non, j'ai eu des personnes en congé maternité. Parmi ces personnes, combien étaient en congé pendant qu'il y a eu des augmentations salariales? Et de ce fait, parmi ces salariés, combien ont bénéficié de l'augmentation à leur retour de congé maternité? Dans cet exemple, 3 femmes sont revenues de congé maternité, les 3 ont été augmentées à leur retour. Vous obtenez votre résultat final, on est sur un 100% et vous obtenez la note maximale de 15 sur 15. Le quatrième indicateur, donc là, c'est la notion de parité dans les plus hautes rémunérations. Donc là, on vient vous interroger sur le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations et sur le nombre d'hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Dans le cas qu'on vous a mis ici, j'ai 0 femmes qui apparaissent dans les plus hautes rémunérations, là où j'ai les 10 hommes. Votre résultat final est à côté, vous obtenez 0 sur 10 sur cette partie-là. Donc ça peut être une catégorie quand même qui peut avoir un impact sur votre résultat final. Donc là, c'est vraiment le détail et à la fin, vous obtenez donc un score final donc qui est découpé avec vos écarts de rémunération, les écarts de taux d'augmentation. Donc, c'est des écarts qu'on vous donne en pourcentage. Donc, ça peut vous permettre de travailler les catégories en fonction des résultats. Et donc, en fonction de ce résultat-là, vous aurez les conséquences dont on a parlé tout à l'heure de publication déjà des résultats et des mesures correctives que vous allez devoir prendre sur les 3 prochaines années avec un plan d'action à mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur ce calcul et sur les différents indicateurs. Aurélia, je te laisse reprendre la main sur la démarche d'égalité. Tout à fait. Effectivement, comme tu le disais, Justine, à la suite de tout ça, il faut pouvoir mettre en place des
des mesures, pardon. Plus largement, peu importe votre résultat à cet index, nous, typiquement, on peut vous accompagner dans la construction d'une démarche d'égalité. Et justement, en ce sens, on vous donne quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour vous lancer et pour débuter cette démarche. On a commencé à vous l'évoquer tout à l'heure, en début de matinale. Pourquoi se lancer finalement dans une démarche d'égalité? C'est vrai que là, on a jusqu'à présent eu plutôt le côté réglementaire, le côté, il faut se conformer un petit peu à ce qu'on nous demande de faire. Selon nous, ça a vraiment un avantage, ça va permettre de développer la performance économique et sociale de votre structure. Ça favorise aussi la créativité, l'innovation dans le travail. On le disait, mais ça permet véritablement d'attirer les talents. Ça permet d'avoir aussi une diversité de points de vue dans le travail. Ça va vous permettre d'affirmer votre responsabilité sociétale, plus globalement d'améliorer le bien-être en entreprise, et puis, effectivement, accessoirement, d'être en conformité avec la loi. Et la loi, justement, elle a déterminé 9 grands domaines d'action par lesquels l'entreprise va pouvoir agir sur son égalité professionnelle. Donc, on retrouve l'embauche, les conditions de travail, la formation, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l'articulation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale, la qualification, la sécurité et santé au travail et la classification. C'est en fait dans ces différents domaines d'action que vous allez pouvoir vous interroger sur vos atouts, sur vos axes de progrès, venir un petit peu diagnostiquer ces domaines pour savoir où agir en priorité et par quel biais finalement prioritaire prendre votre démarche d'égalité professionnelle. Et en lien avec ça, Justine, je te laisse nous exposer les grandes étapes incontournables pour mettre en place une démarche d'égalité professionnelle. Et oui, parce que au-delà des obligations législatives dont on vous a quand même beaucoup parlé ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une démarche d'égalité, c'est une démarche qui est gagnant-gagnant dans une entreprise. L'égalité, elle bénéficie à la fois à l'employeur, puisque elle améliore l'efficacité et la performance globale de l'entreprise, mais elle est bénéfique aussi pour les salariés, femmes, hommes. Elle leur propose finalement une sorte d'alliance un peu objective qui est basée sur leurs compétences. On rejette un peu les stéréotypes qu'on pourrait avoir au quotidien. Donc, l'engagement finalement de la direction, il est indispensable aussi. Faire preuve un peu d'exemplarité et de gestion égalitaire des salariés au quotidien. Donc cette démarche, elle est progressive évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'idée, c'est de formuler des objectifs à atteindre, c'est de fixer une avancée par palier pour vous donner le temps de progresser aussi. Cette démarche, c'est aussi un travail d'équipe. Vous pouvez impliquer vos salariés dans cette démarche. Pourquoi pas nommer un responsable de la démarche qui est identifié en interne et qui dispose forcément de la légitimité pour assurer la concrétisation du projet. C'est aussi une veille régulière. Il faut être attentif à ce qui se fait autour de nous en matière d'égalité. Il y a plein de bonnes idées à aller piocher à droite à gauche. C'est suivre les évolutions législatives en matière d'égalité. Comme vous l'avez vu, ça bouge quand même beaucoup. Vous pouvez vous appuyer sur vos ressources extérieures de proximité, les têtes de réseau, les organisations professionnelles, des clubs de ressources humaines même, pourquoi pas. C'est aussi avoir un état d'esprit ouvert. Quand je prends une décision, je me questionne sur son effet finalement, de différencier les femmes, les hommes. Je forme aussi mon équipe au management de l'égalité professionnelle et je sensibilise mes salariés, c'est très important. Et puis, il y a une communication plus large aussi, c'est tenir régulièrement au courant les managers, l'ensemble des salariés sur l'avancement de votre démarche. Et on va dire pour conclure, on vous a remis ce qu'on appelle la boussole de la QVT, parce que Aurélia l'a dit en introduction, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, l'égalité professionnelle, c'est du bien-être, c'est de la performance au travail. Donc forcément, c'est de l'efficacité, c'est de l'efficience. Un environnement équitable et bienveillant, vos salariés seront plus motivés,
plus performant. Donc ça rentre vraiment dans cette notion de qualité de vie au travail qui est très importante et qui peut être une vraie base de travail pour vous quant à cette égalité professionnelle. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il y a quelques questions, donc on va prendre le temps aussi d'y répondre. Alors, on a une question. Serait-il possible d'avoir une matrice pour faire les calculs des 5 critères? Alors, la réponse est oui. Déjà, le site EGAPRO peut vous donner des possibilités de simulation. Après, nous, on est tout à fait en mesure aussi de vous aider dans cette démarche de calcul des indicateurs pour vous permettre éventuellement d'anticiper, de ne pas attendre le 1er mars et de voir si on ne peut pas mettre des mesures correctives déjà en amont. Donc ça, c'est une première chose. Et oui, je vous confirme que c'est possible. Ensuite, bonjour. On avait un qui nous disait que l'index ne prend pas en compte les différents postes de l'entreprise et que, voilà, effectivement, elle a des postes qui sont très sexués avec les hommes techniciens et les femmes à l'administratif. Donc, on compare des données non pertinentes. C'est un peu le travers, je dirais, de ces index oui, tout à fait. Qui sont les mêmes pour tout le monde et pour toutes les entreprises, finalement. Alors, c'est en ça que Justine disait que parfois, il faut se baser finalement sur une autre base de comparaison pour essayer en tout cas de faire que cet index il soit le plus pertinent possible et que, comme vous le dites justement, Aline, que ça, voilà, en tout cas qu'on compare des données pertinentes le plus possible. Mais nous sommes bien conscientes, et je pense que tout le monde l'est, qu'effectivement, il y a des moments où c'est compliqué de comparer ce qui n'est pas comparable, évidemment. Tout à fait. Il y a une question aussi, dans quel cas les indicateurs ne seraient pas calculables? Alors en fait, vous devez avoir, par exemple pour les catégories rémunération, vous devez avoir au moins 3 personnes qui sont représentées dans la tranche d'âge. Donc par exemple, si vous avez que 2 femmes, ça ne marchera pas, il n'est pas calculable. Il faut au minimum avoir 3 personnes pour que l'indice soit calculable. Ensuite, quelle est la période de référence pour le calcul de l'augmentation de salaire? La période de référence, c'est l'année de calcul de l'indicateur. C'est forcément la période que vous avez définie en amont. Alors, certains font sur l'année civile, d'autres décalent, mais en tout cas, la période de référence sera la période que vous avez définie au départ. Et enfin, nous avons une note de 87 à l'index, mais l'impression nous demande un plan d'action, ce qui veut dire que si nous avions moins de 75, nous devrions faire un plan d'action aussi des mesures de correction. Cela fait doublon. Effectivement, en fait, il y a, dans un premier cas, le vôtre, effectivement, c'est de mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas forcément le détail. Là où, en dessous de 75, on vous demande vraiment des mesures correctives avec des objectifs en face qui vont vous demander c'est-à-dire que vous avez... ça ressemble à un plan d'action, on est d'accord. Hein, c'est là où la nuance est parfois un petit peu limitée. C'est qu'il y a mesures correctives et plans d'action. Mesures correctives, vous allez les publier, vous avez l'obligation de les déclarer sur EGAPRO. Et le plan d'action, on va dire qu'il vous laisse un petit peu plus de marge. Vous rentrez un peu moins dans le détail. Et vous n'avez pas forcément cette obligation de résultat qui est incombée aux entreprises qui auraient moins de 75 sur 100. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On a Mégane qui nous demande, pour le retour de congé maternité, nous ne prenons en compte que les augmentations individuelles, pas les augmentations générales. Tout à fait, c'est les augmentations individuelles par personne concernée par ce retour de congé maternité. Alors, Mégane nous dit merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a Marjolaine qui nous demande, le plan d'action est à réaliser tous les ans en même temps que la déclaration de l'index. Alors, oui.
à chaque calcul de l'index, si vous devez mettre en place un plan d'action ou des mesures correctives, vous devrez réaliser à nouveau ces documents. Si vous avez des mesures correctives à mettre en place, chaque année, au moment de la publication de vos résultats, vous devrez publier les mesures qui y sont associées. Donc oui, vous devrez faire ça tous les ans. Alors, on a une question de Vanessa qui nous demande, on doit donc bien faire la déclaration par UES, de préférence. Alors, ça, on vous l'a dit dans la partie donc, où on découpe le calcul. Hop, si tu peux revenir sur... Bien sûr. Si vous avez une UES, déjà, il faut qu'il y ait une consultation du CSE, il faut qu'il y ait un accord collectif ou une décision de justice qui va définir que vous êtes juridiquement distinct, et à ce moment-là, vous pourrez les calculer au niveau de l'UES. Donc, c'est pas une notion de par préférence, mais c'est... ça dépend de votre contexte, en fait. Voilà, du contexte légal. Tout à fait. Et l'index est contrôlé par l'inspection du travail. Alors, on a Talia qui nous demande, est-ce que votre outil Silae permet de calculer ces résultats ? Justement. Alors, oui, en partie, effectivement, il nous permet aujourd'hui de faire une première simulation du calcul. En fonction de la méthode de calcul que vous choisissez, il y a un retraitement qui peut être nécessaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en mesure de sortir, oui, les premiers chiffres des indicateurs via Silae. On a Dylan qui nous demande comment concilier la libre fixation du salaire entre le salarié et l'employeur et la nécessaire égalité des sexes. En fait, si on revient sur la slide d'égalité de travail, d'égalité de salaire, qui est là, effectivement, il y a la liberté de négociation du salaire entre le salarié et son employeur, mais il y a aussi ce principe d'égalité. Et c'est ça qui, en principe, est censé préserver l'égalité des sexes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence de rémunération entre les salariés qui sont placés dans une situation identique, sauf pour des raisons objectives. Et le sexe ne sera pas une raison objective. Enfin, ça dépend bien sûr des emplois qui constituent votre structure. Mais voilà, c'est vraiment ce principe-là qui fait que, a priori, vous pouvez concilier cette libre fixation tout en préservant le principe d'égalité de traitement. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Notre présentation, enfin notre support en tout cas, est téléchargeable directement sur Webikeo. Et vous avez nos coordonnées si jamais vous souhaitez nous recontacter. Vous avez aussi un formulaire de contact. N'hésitez pas à le remplir si jamais vous souhaitez qu'on échange de façon un petit peu plus détaillée. Même si c'est un index commun, on a conscience que ça dépend aussi beaucoup de vos spécificités, de vos contextes, comme on le disait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez qu'on vous recontacte. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation. On reste à votre écoute. Tout à fait.